En entendant trottiner sa maîtresse, la grosse Sylvie, la cuisinière s'empressait de servir le déjeuner des pensionnaires internes. Généralement, les pensionnaires externes ne s'abandonnaient qu'au dîner, qui coûtait 30 francs par mois. À l'époque où cette histoire commence, les internes étaient au nombre de 7. Le premier étage contenait les 2 meilleurs appartements de la maison. Madame Vauquier habitait le moins considérable et l'autre appartenait à Madame Couture, veuve d'un commissaire ordonnateur de la République française. Elle avait avec elle une très jeune personne nommée Victorine Taillefer, à qui elle servait de mère. La pension de ces 2 dames montait à 800 francs. Les 2 appartements du second étaient occupés, l'un par un vieillard nommé Poiret, l'autre par un homme âgé d'environ 40 ans qui portait une perruque noire, se teignait les favoris, se disait ancien négociant et s'appelait Monsieur Vautrin. Le 3e étage se composait de 4 chambres, dont 2 étaient louées, l'une par une vieille fille nommée Mademoiselle Michonneau, l'autre par un ancien fabricant de vermicelles, de plâtre, de pâte d'Italie et d'aminon, qui se laissait nommer le Père Goriot. Les 2 autres chambres étaient destinées aux oiseaux de passage, à ces infortunés étudiants qui, comme le Père Goriot et Mademoiselle Michonneau, ne pouvaient mettre que 45 francs par mois à leur nourriture et à leur logement. Mais Madame Vauquier souhaitait peu leur présence et ne les prenait que quand elle ne trouvait pas mieux. Ils mangeaient trop de pain. À ce moment, l'une de ces 2 chambres appartenait à un jeune homme venu des environs d'Angoulême à Paris pour y faire son droit et dont la nombreuse famille se soumettait aux plus dures privations afin de lui envoyer 1200 francs par an. Eugène de Rastignac, ainsi se nommait-il, était un de ces jeunes gens façonnés au travail par le malheur, qui comprennent dès le jeune âge les espérances que leurs parents placent en eux et qui se préparent une belle destinée en calculant déjà la portée de leurs études et les adaptant par avance aux mouvements futurs de la société pour être les premiers à la pressurer. Sans ces observations curieuses et l'adresse avec laquelle il sut se produire dans les salons de Paris, ce récit n'eût pas été coloré par des tons vrais qu'il devra sans doute à son esprit sagace et à son désir de pénétrer les mystères d'une situation épouvantable, ainsi soigneusement cachée par ceux qui l'avaient créée que par celui qui la subissait. Au-dessus de ce 3e étage était un grenier à étendre le linge et 2 mansardes où couchait un garçon de la peine nommé Christophe et la grosse Sylvie, la cuisinière. Outre les 7 pensionnaires internes, Madame Vauquier avait, bon an mal an, 8 étudiants en droit ou en médecine et 2 ou 3 habitués qui demeuraient dans le quartier, abonnés tous pour le dîner seulement. La salle contenait à dîner 18 personnes et pouvait en admettre une vingtaine. Mais le matin, il ne s'y trouvait que 7 locataires dont la réunion offrait pendant le déjeuner l'aspect d'un repas de famille. Chacun descendait en pantoufles, se permettait des observations confidentielles sur la mise ou sur l'air des externes et sur les événements de la soirée précédente, en s'exprimant avec la confiance de l'intimité. Ces 7 pensionnaires étaient les enfants gâtés de Madame Vauquier, qui leur mesurait avec une précision d'astronome les soins et les égards, d'après le chiffre de leur pension. Une même considération affectait ces êtres rassemblés par le hasard. Les 2 locataires du second ne payaient que 72 francs par mois. Ce bon marché, qui ne se rencontre que dans le faubourg Saint-Marcel, entre la Bourbe et la Salpêtrière, auquel Madame Couture faisait seule exception, annonce que ces pensionnaires devaient être sous le poids de malheurs plus ou moins apparents. Aussi le spectacle désolant que présentait l'intérieur de cette maison se répétait-il dans le costume de ses habitués, également délabrés. Les hommes portaient des redingotes dont la couleur était devenue problématique, des chaussures comme il s'en jette au coin des bornes dans les quartiers élégants du linge élimé,
des vêtements qui n'avaient plus que l'âme. Les femmes n'avaient des robes passées, restreintes, déteintes, des vieilles dentelles raccommodées, des gants glacés par l'usage, des collerettes toujours rousses et des fichus éraillés. Si tels étaient les habits, presque tous montraient des corps solidement charpentés, des constitutions qui avaient résisté aux tempêtes de la vie, des faces froides, dures, effacées comme celles des écus démonétisés. Les bouches flétries étaient armées de dents avides. Ces pensionnaires faisaient pressentir des drames accomplis ou en action. Non pas de ces drames joués à la lueur de rampe, entre les toiles peintes, mais des drames vivants et muets, des drames glacés qui remuaient chaudement le cœur, des drames continus. La vieille demoiselle Michonneau gardait sur ses yeux fatigués un crasseux abat-jour en taffetas vert, cerclé par du fil d'archal qui aurait effarouché l'ange de la pitié. Son châle à franges maigres et peurardes semblait couvrir un squelette, tant les formes qu'il cachait étaient anguleuses. Quel acide avait dépouillé cette créature de ses formes féminines? Elle devait avoir été jolie et bien faite. Était-ce le vice, le chagrin, la cupidité? Avait-elle trop aimé? Avait-elle été marchande à la toilette ou seulement courtisane? Expiait-elle les triomphes d'une jeunesse insolente au devant de laquelle s'étaient rués les plaisirs par une vieillesse que fuyaient les passants? Son regard blanc donnait froid, sa figure rabougrie menaçait. Elle avait la voix clairette d'une cigale criant dans son buisson aux approches de l'hiver. Elle disait avoir pris soin d'un vieux monsieur affecté d'une catarrhe à la vessie et abandonné par ses enfants. Qui l'avait cru sans ressources? Ce vieillard lui avait légué 1000 francs de rente viagère, périodiquement disputés par les héritiers, aux calomnies desquels elle était en butte. Quoique le jeu des passions eût ravagé sa figure, il s'y trouvait encore certains vestiges d'une blancheur et d'une finesse dont le tissu qui permettait de supposer que le corps conservait quelques restes de beauté. Monsieur Poiret était une espèce de mécanique. En l'apercevant s'étendre comme une ombre grise le long d'une allée au jardin des plantes, la tête couverte d'une vieille casquette flasque, tenant à peine sa canne à pomme d'ivoire jaunie dans sa main, laissant flotter les flancs pétris de sa redingote qui cachait mal une culotte presque vide et des jambes en bas bleu qu'il flageolait comme celles d'un homme ivre, montrant son gilet blanc sale et son jabot de grosse mousseline recroquevillée qui s'unissait imparfaitement à sa cravate cordée autour de son cou de dindon. Bien des gens se demandaient si cette ombre chinoise appartenait à la race audacieuse des fils de Jaffé qui papillonnent sur le boulevard italien. Quel travail avait pu le ratatiner ainsi? Quelle passion avait bistré sa face bulbeuse qui, dessinée en caricature, aurait paru hors du vrai? Ce qu'il avait été, mais peut-être avait-il été employé au ministère de la Justice, dans le bureau où les exécuteurs des hautes œuvres envoient leurs mémoires de frais, le compte des fournitures, des voiles noirs pour les parricides, de son pour les paniers, de ficelles pour les couteaux. Peut-être avait-il été receveur à la porte d'un abattoir ou sous-inspecteur de la salubrité. Enfin, cet homme semblait avoir été l'un des ânes de notre grand moulin social, l'un de ces ratons parisiens qui ne connaissent même pas leur Bertrand, quelque pivot sur lequel avaient tourné les infortunes ou les saletés publiques, enfin, un de ces hommes dont nous disons en les voyant, il en faut pourtant comme ça. Le beau Paris ignore ces figures blêmes de souffrance morale ou physique. Mais Paris est un véritable océan. Jetez-y la sonde, vous n'en connaîtrez jamais la profondeur. Parcourez-le, décrivez-le. Quelque soin que vous mettiez à le parcourir ou à le décrire, quelque nombreux et intéressés que soient les explorateurs de cette mer, il s'y rencontrera toujours un lieu vierge, un antre inconnu, des fleurs, des perles, des monstres, quelque chose inouï, oublié par les plongeurs littéraires. La maison Vauquier
est une de ces monstruosités curieuses. Deux figures y formaient un contraste frappant avec la masse des pensionnaires et des habitués. Quoique mademoiselle Victorine Taillefer eût une blancheur maladive semblable à celle des jeunes filles attaquées de chlorose, et qu'elle se rattachât à la souffrance générale qui faisait le fond de ce tableau par une tristesse habituelle, par une contenance gênée et par un air pauvre et grêle, néanmoins, son visage n'était pas vieux, ses mouvements et sa voix étaient agiles. Ce jeune malheur ressemblait à un arbuste aux feuilles jaunies, fraîchement planté dans un terrain contraire. Sa physionomie roussâtre, ses cheveux d'un blond fauve, sa taille trop mince, exprimaient cette grâce que les poètes modernes trouvaient aux statuettes du Moyen-Âge. Ses yeux gris mélangés de noir exprimaient une douceur, une résignation chrétienne. Ses vêtements simples, peu coûteux, trahissaient des formes jeunes. Elle était jolie par juxtaposition, heureuse, elle eût été ravissante, le bonheur et la poésie des femmes, comme la toilette et le phare. Si la joie d'un bal eût reflété ses teintes rosées sur ce visage pâle, si les douceurs d'une vie élégante eussent rempli, eussent vermillonné ses joues déjà légèrement creusées, si l'amour eût ranimé ses yeux tristes, Victorine aurait pu lutter avec les plus belles jeunes filles. Il lui manquait ce qui crée une seconde fois la femme, les chiffons et les billets doux. Son histoire eût fourni le sujet d'un livre. Son père croyait avoir des raisons pour ne pas la reconnaître, refuser de la garder près de lui, ne lui accorder que 600 francs par an et avait dénaturé sa fortune afin de pouvoir la transmettre en entier à son fils. Parente éloignée de la mère Victorine, qui jadis était venue mourir de désespoir chez elle, Madame Couture prenait de soin de l'orpheline comme de son enfant. Malheureusement, la veuve du commissaire ordonnateur des armées de la République ne possédait rien au monde que son douaire et sa pension. Elle pouvait laisser un jour cette pauvre fille sans expérience et sans ressources à la merci du monde. La bonne femme menait Victorine à la messe tous les dimanches, à confesse tous les 15 jours, afin d'en faire à tout hasard une fille pieuse. Elle avait raison, les sentiments religieux offraient un avenir à cet enfant désavoué qui aimait son père, qui tous les ans s'acheminait chez lui pour y apporter le pardon de sa mère, mais qui, tous les ans, se cognait contre la porte de la maison paternelle, inexorablement fermée. Son frère, son unique médiateur, n'était pas venu la voir une seule fois en 4 ans. Il ne lui envoyait aucun secours. Elle suppliait Dieu de dessiller les yeux de son père, d'attendrir le cœur de son frère, et priait pour eux sans les accuser. Madame Couture et Madame Vauquet ne trouvaient pas assez de mots dans le dictionnaire des injures pour qualifier cette conduite barbare. Quand elle maudissait ce millionnaire infâme, Victorine faisait entendre de douces paroles semblables au chant du ramier blessé, dont le cri de douleur exprime encore l'amour. Eugène de Rastignac avait un visage tout méridional, le teint blanc, des cheveux noirs, des yeux bleus. Sa tournure, ses manières, sa pose habituelle dénotaient le fils d'une famille noble où l'éducation première n'avait comporté que des traditions de bon goût. S'il était ménager de ses habits, si les jours ordinaires il achevait d'user les vêtements de l'an passé, néanmoins il pouvait sortir quelquefois mis comme l'un et un jeune homme élégant. Ordinairement, il portait une vieille redingote, un mauvais gilet, la méchante cravate noire, flétrie, mal nouée, de l'étudiant, un pantalon à l'avenant et des bottes ressemelées. Entre ces deux personnages et les autres, Vautrin, l'homme de 40 ans, à Favoris-Pin, servait de transition. Il était un de ces gens dont le peuple dit « Voilà un fameux gaillard ». Il avait les épaules larges, le buste bien développé, les muscles apparents, des mains épaisses, carrées et fortement marquées aux phalanges par des bouquets de poils touffus et d'un roux ardent. Sa figure rayée par des rides prématurées offrait des signes de dureté que démentaient ses manières souples et liantes.
Sa voix de basse-taille, en harmonie avec sa grosse gaieté, ne déplaisait point, il était obligeant et rieur. Si quelque serrure allait mal, il l'avait bientôt démontée, rafistolée, huilée, limée, remontée en disant « ça me connaît ». Il connaissait tout d'ailleurs, les vaisseaux, la mer, la France, l'étranger, les affaires, les hommes, les événements, les lois, les hôtels et les prisons. Si quelqu'un se plaignait trop, il lui offrit aussitôt ses services. Il avait prêté plusieurs fois de l'argent à Madame Vauquier et à quelques pensionnaires, mais ces obligés seraient morts plus tôt que de ne pas le lui rendre, tant, malgré son air bonhomme, il imprimait de crainte par un certain regard profond et plein de résolution. À la manière dont il lançait un jet de salive, il annonçait un